Alors voilà, je vais faire cette petite introduction pour la partie 1 sur 3 de la conférence de Saint-Raphaël de vendredi dernier. Donc chaque séquence dure environ 1 heure, un peu plus d'1 heure. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à les écouter que les personnes qui étaient là à la conférence. Il y avait plus de 60 personnes et ça a commencé vers 6 heures. Et ça a fini après minuit. Donc il y avait des pauses et, euh, et c'était vraiment une très belle ambiance. Comme d'habitude, pas de censure pour les vidéos, donc vous avez les choses telles qu'elles ont été. C'est comme ça que je conçois mon travail. On a bien sûr évoqué eh bien, la, les affaires judiciaires et celles qui me concernent, mais également plus généralement la situation dans le monde, la religion et ce que j'appelle les divertissements en fait, c'est-à-dire tout ce qui empêche quelque part d'avoir une réflexion constructive pour sa vie personnelle, donc pour une forme de stabilité et de sérénité dans ce bal des vampires qu'on vit, mais aussi vis-à-vis de nos proches, pas être sans cesse à avoir le sentiment qu'il faut dévorer l'actualité. C'est ce que je dis souvent à propos de mes lettres Substack. Vous pouvez évidemment toutes les lire si vous avez du temps, mais vous pouvez n'en lire que certaines, et surtout vous pouvez les lire longtemps après, parce que ce ne sont pas des lettres qui sont fabriquées pour être dans le flux quotidien, dans le tohu-bohu de l'actualité comme quelque chose de consommable et de jetable. Ce sont des lettres qui sont des invitations à réfléchir, des invitations à partager, des invitations à échanger et surtout à se retrouver soi-même face à des questions qu'on n'a plus l'habitude de se poser dans les médias. Et comme vous étiez nombreux à me demander une version imprimée et que depuis 25 ans, je travaille sur l'écriture de ce que j'appelle la saga de la table rouge. Donc, eh bien voilà, la collection de la table rouge est née à la fin de l'année dernière et avec un premier livre paru qui s'appelle Fiat Veritas Sperat Mundus. Donc vous êtes beaucoup de fidèles à écouter mes vidéos, mais à chaque fois il y a des personnes qui découvrent un peu par hasard les vidéos. C'est aussi pour elles que je parle de mes lettres Substack, que je parle de mon livre, de mon premier livre, et qui est vraiment un succès puisqu'il est numéro 1 maintenant depuis plusieurs semaines dans plusieurs catégories sur Amazon. Et c'est une grande joie parce que quand on publie un livre, on n'est pas sûr. Mais le numéro 1, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Ce qui veut beaucoup dire, c'est les retours. Donc il y a des retours qui sont écrits sur Amazon, mais surtout je reçois des retours beaucoup plus personnels par SMS, par email, par conversation quand je croise les gens, comme ça a été le cas ici, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui étaient à la conférence et qui avaient fait plus de 200 km aller et 200 km retour pour venir et parfois aussi pour me faire dédicacer le livre qu'ils avaient acheté sur Amazon. Et voilà, donc merci, passez un beau moment avec cette vidéo. Je répète et j'insiste, c'est à mon avis important et vous ne regretterez pas de vous offrir le livre sur Amazon ou de vous offrir la version artisanale du livre Fiat Veritas Spirat Mundus. Vous pouvez me contacter pour ça à Bertrand@55 Bellechasse, Bertrand@55 Bellechasse, donc BERTRAND @55 BE2LECHA2S e.com, belle chasse, comme une belle chasse tout attaché.com. Et voilà, quoi dire d'autre, c'est un vraiment bel ouvrage. Il n'arrive pas à seul, il arrive avec une dédicace, une édition limitée, numérotée, et je joins à chacun des envois une lettre avec une citation manuscrite du livre et une illustration
ainsi qu'une lettre et un certificat pour l'édition. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne conférence. Premier épisode. Je pense que je publierai le second épisode d'ici quelques heures et le suivant dans la foulée, peut-être un par jour. Je ne sais pas. En tout cas, il y a 3 épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour votre intérêt. Et merci pour ceux qui ont décidé de me soutenir, soit par leurs mots, soit par leur soutien en prenant un abonnement payant à Substack ou par des dons. En tout cas, voilà, c'est important. Et plus important maintenant que jamais avec tout ce qui nous arrive et tout ce qui m'arrive en particulier. Vous voyez, j'ai un paysage paradisiaque derrière moi, mais il pleut. Alors ce matin, j'étais à la messe tôt à Saint-Raphaël, une belle messe, et le prêtre nous a beaucoup parlé de l'euthanasie. Il y a une loi qui passe au Sénat sur l'euthanasie qui est extrêmement permissive. Vous savez que j'en parle régulièrement, j'ai beaucoup parlé de l'IVG, beaucoup parlé de l'euthanasie, j'en parle de façon très claire dans Fiat Veritas Spiriat Mundus, et j'en parle également régulièrement dans les lettres. Donc voilà, quoi dire, est-ce que les sénateurs vont dire non, ou est-ce qu'ils vont continuer à dire oui sur tous les sujets? On va vite le savoir. En tout cas, si j'étais sénateur, je voterais évidemment non. Mais depuis le 5 janvier, de toute façon, je n'ai aucun moyen d'être quelqu'un d'élu, puisqu'on m'interdit la possibilité de me présenter à un suffrage. Voilà, quelques tweets qui ont été caricaturés, qui ont été, eux, vraiment caricaturés, pas ce que je faisais. Et ça suffit à faire taire des voix qui dérangent, des voix qui inquiètent, parce que c'est une loi qui a été ciselée pour ça. En tout cas, je vous souhaite, si vous voyez cette vidéo ce dimanche, un bon dimanche. Et si vous la voyez un autre jour, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Pensez, il y a un lien pour aller directement sur Amazon en description de la vidéo. Et je le mets également dans les commentaires. Merci de partager la vidéo. Merci de liker la vidéo. À très bientôt. Au revoir à tous. Voilà, bonne vidéo, bonne conférence et bientôt, j'espère pour vous, bonne lecture de Fiat Veritas Spiriat Mundus, sujet important de cette conférence Macron. Donc, je répète, tous mes voeux de courage. Alors, mon curriculum vitae, alors déjà j'ai 56 ans, donc... je suis né en région parisienne, je suis le deuxième d'une fratrie de 4. On a tous les enfants, enfin, père dans l'industrie, mère qui déjà a eu 4 enfants et qui a beaucoup travaillé pour aider des personnes âgées, donc famille catholique, pratiquante. Donc deuxième, et on a tous fait des longues études. Donc on a tous eu des carrières assez différentes les uns des autres. Alors moi j'étais assez brillant, entre guillemets. J'ai eu un bac C avec mention très bien. Ensuite j'étais en classe préparatoire, si vous connaissez un peu, j'étais à Louis-le-Grand à Paris, où j'étais ensuite en M', donc qui était mathématiques spéciales. Et puis j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai 2 diplômes d'ingénieur, donc avec et puis ensuite j'ai fait Sciences Po en économie finance, et en parallèle j'ai fait mon service militaire comme aide de camp d'un général de corps d'armée. Alors tout ça c'est intéressant parce que le général en question était le général qui s'occupe de... il était inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre, donc il s'occupait, comme son nom
l'indique, des réserves. Il travaille beaucoup dans le cadre de l'intégration, entre guillemets, des réserves françaises dans l'OTAN. En fait, on ne faisait pas partie de l'OTAN à ce moment-là, mais au niveau des réserves, en fait, on rejoignait l'OTAN, ce qui est un peu naturel, en fait, qui avait été assez facile pour convaincre, puisque c'était à l'époque de Chirac, la France d'accepter ça, puisque l'idée c'était les réserves ne seraient mobilisées qu'en cas de guerre. S'il y a une guerre, il faut que toutes les armées, entre guillemets, soient aux mêmes normes, etc. Donc c'était, en fait, le pied a été mis dans l'OTAN à cette époque-là. Moi, j'ai vécu en direct, puisque j'étais à l'intérieur. Et ce général avait une autre caractéristique. C'était un général de corps d'armée, il avait 4 étoiles, mais il était le président de la commission qui nomme, en fait, les colonels qui vont devenir généraux. Donc c'est un poste éminemment politique, puisque vous nommez en fait les colonels qui vont prendre leur retraite comme général, donc ce sera financièrement c'est intéressant, mais surtout ceux qui peuvent faire une carrière élevée dans l'armée. Et donc c'est quelque chose, quand on a vu comment ça se passait, on peut imaginer comment ça se passe sous le gouvernement actuel. Et on a un président aujourd'hui en France qui est président depuis 7 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun général en France d'actif qui n'a pas été nommé par Macron selon les critères de nomination, qui, comme vous pouvez l'imaginer, sont particulièrement pensés en amont, puisqu'il avait fait la même chose avec les députés d'En Marche, puis les députés de Renaissance. Autant En Marche, il y avait peut-être eu quelques députés qui étaient... comme Martine Vonner, par exemple, qui était sortie du lot, qui avait refusé le discours unique, mais la nouvelle fournée, entre guillemets, Renaissance, on n'a pas du tout de députés qui sortent du carcan imposé par Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Donc, suite à ces études, j'ai été... dans le monde de la finance, donc j'ai fait des fusions-acquisitions, après j'ai fait de l'audit, du conseil en stratégie, donc j'ai fait tous les métiers que vous détestez tous ici. Qui ne déteste pas les métiers dans lesquels j'ai commencé? Bref, j'avais vraiment fait des études qui m'ouvraient à peu près toutes les portes, et je pense qu'en fait chaque parcours, c'est un peu... Depuis, je marche beaucoup, en fait, je fais des pèlerinages, pour ceux qui me suivent, vous le savez, et en fait, chaque parcours nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi bien de rencontrer, entre guillemets, l'élite du monde dans lequel on vit pour être capable de comprendre, entre guillemets, comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent parce que vous avez croisé ces personnes-là, parfois de près et régulièrement, mais en fait, comment juger quelque chose que vous ne connaissez pas? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui s'expriment en permanence sur une élite secrète, des reptiles avec des masques, des ceci, cela, etc. Moi, j'étais vraiment intimement dans ce monde-là, et ça n'existe pas, en fait. Donc, ce sont des gens qui sont... comme vous et moi, qui ne se posent pas du tout les questions de la même manière, qui n'ont pas la même humanité, qui n'ont pas non plus la même capacité intellectuelle. Ils ont souvent une capacité intellectuelle assez redoutable, en fait. Je ne vais pas citer de nom particulier, mais vous pouvez imaginer. Et donc, j'ai vécu là-dedans. Et comme j'avais un cerveau qui fonctionnait bien, en fait, j'avais une carrière qui avançait bien dans le domaine. Donc j'ai beaucoup de métiers, j'ai créé des sociétés, j'ai vendu des sociétés, et j'ai eu des postes un peu drôles. Par exemple, j'étais à la direction générale du Stade de France et je me suis occupé de stades pendant la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, mais également dans d'autres endroits. Mais ça, c'est très particulier parce que vous imaginez bien qu'en Afrique du Sud, organiser une Coupe du Monde de football, pas très loin après l'apartheid, avec tout ce que les Africains du Sud ont vécu à un moment où Nelson Mandela est encore vivant, en fait, puisqu'il meurt dans cette période-là. C'était passionnant, en fait, c'était fascinant. Donc j'ai rencontré plus que pendant mes années uniquement au Stade de France à Paris des grands champions de sport de toutes les disciplines. Parce que la Coupe du Monde de football, c'est vraiment l'événement
plus attractif, entre guillemets, que ne le sont les Jeux Olympiques. Et, euh, et les sportifs sont des gens très particuliers à ce niveau-là, en fait. Ceux qui ont atteint... après cette expérience, j'ai créé une galerie d'art contemporain, tout en continuant à avoir une activité de consultant, en fait, avec une boîte que j'avais créée, donc après le Stade de France. Et, et qui a grandi en fait. Donc la galerie a commencé uniquement à Paris, puis elle a ouvert en Suisse, elle a ouvert aux États-Unis. J'ai eu plusieurs sociétés aux États-Unis. Et j'ai également exposé des gens connus. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe de musique Metallica, mais j'ai exposé pendant 2 ans en fait, le bâtisse de Metallica. On était devenu une galerie connue, une galerie importante, mais qui exposait vraiment des artistes. On n'était pas du tout dans des choses conceptuelles ou dans un système d'art financier en fait, qui est l'essentiel du marché de l'art contemporain, entre guillemets en chiffres. Mais là, je ne vais pas faire une séance sur l'art contemporain, j'ai pas mal de vidéos que j'ai faites sur le sujet, c'est passionnant, je vous recommande de vous intéresser à ça. Moi, je crois beaucoup en l'art, je crois en l'écriture, je crois en la tradition, mais tout ce qui est marché, qui devient financiarisé, en fait, est pourri jusqu'à devenir l'inverse, en fait, de ce qu'est sa vocation, puisque l'idée, c'est d'élever les âmes, d'élever les personnes, et les artistes sont des gens qui ont des capacités intellectuelles particulières, en fait. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu avec des artistes, mais c'est des gens... particuliers en fait. Ils sont créatifs. Ouais, mais ils ont un caractère. En tout, ils sont assez différents des non-artistes entre guillemets. Mais c'est passionnant. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que j'ai beaucoup lu dans ma vie. J'avais lu en particulier la biographie du galeriste de Picasso, qui s'appelle un des galeristes de Picasso, qui s'appelait Kahnweiler en fait, et j'ai trouvé qu'il avait une vie absolument incroyable. Il avait découvert des artistes importants et il y avait eu un rôle fascinant en fait dans la naissance de nouveaux mouvements artistiques qui ont compté. Enfin, si vous avez déjà vu le tableau Guernica, oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un tableau important. Mais dans des tableaux qui m'ont marqué, moi par exemple, il y a un tableau de Picasso qui s'appelle La guerre de Corée. Et c'est un tableau que Picasso, il s'inspire en fait d'un tableau de Goya pour faire une image en fait qui symbolise selon lui la guerre de Corée. Alors je vais juste faire cet aparté pour développer ça parce que je pense que c'est intéressant. Mais la guerre de Corée, on entend très peu parler. On entend tous parler de la guerre du Vietnam, enfin il y a beaucoup de guerres dont on n'entend pas parler, mais très peu de la guerre de Corée. Donc la guerre de Corée, c'est un génocide terrible, puisqu'il y a plus de 30% des Coréens qui ont été tués pendant la guerre de Corée du Nord. C'est énorme. C'était le général MacArthur qui était à la tête de l'armée américaine, et c'est les Chinois qui ont sauvé ce qui restait de Nord-Coréens. Vous imaginez, une personne sur 3, c'est considérable. Donc à part le génocide des Indiens d'Amérique, c'était jamais arrivé dans ces proportions. Et le tableau, en fait, vous avez des femmes et des enfants qui sont en toge ou nus et qui sont face à des soldats qui sont avec des carapaces, avec des fusils. Et en fait, si vous comptez les canons de fusil, vous avez un canon de fusil de plus que les personnes que vous voyez en face, en fait. Et puis, en réalité, non, il y a le bon nombre parce qu'il y a une femme enceinte. Et donc, Picasso montre qu'il y a autant d'armes, entre guillemets, que de personnes en face, et que des hommes très protégés sont en train de tuer des gens qui n'ont aucune protection. Et c'est un tableau qui est extraordinairement fort, qui est un des tableaux préférés de Picasso, mais qui va déclencher quelque chose de totalement inattendu. C'est-à-dire que les Américains réalisent avec ce tableau qu'à Paris, qui est la place centrale du monde de l'art, il y a des gens qui s'appellent des artistes comme Picasso, à tendance communiste, et qui ont un impact, entre guillemets, médiatique, avec les images qu'ils font, qui nuisent à l'histoire que les Américains racontent de ce qu'ils font. Puisque là, cette image montre qu'en fait, il y a énormément de lâcheté, énormément de cruauté, jusqu'à viser spécifiquement un bébé dans le ventre de sa mère.
voit bien, si vous avez regardé ce qui s'est passé à Gaza au cours des dernières années, et pas que depuis le 7 octobre, hein, depuis très longtemps, vous savez évidemment que la cruauté, c'est pas quelque chose qui a disparu après la guerre de Corée. Et donc, les Américains décident, et après je reviendrai dans le chemin normal de la présentation, les Américains décident qu'ils doivent prendre absolument le contrôle du marché de l'art. Que c'est pas possible que le marché de l'art tel qu'il existe à Paris est un marché qui élève, entre guillemets, les personnes, qui leur font prendre conscience en quelques images de choses dont ils n'ont pas envie que les gens aient conscience, en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder, entre guillemets, ce qui existe dans l'art, et ils vont trouver très intéressant un mouvement qui est conduit par ce qu'on appelle les Dada, en fait. Donc il y a entre autres Marcel Duchamp. Donc, Marcel Duchamp, pour vous situer, c'est quelqu'un qui a pris un bidet et qui a signé sur le bidet. C'est une œuvre importante, en fait, qui est au Musée d'art contemporain de New York. Mais le concept de Marcel Duchamp, c'est que je suis un artiste reconnu par mes pairs. Je suis moi-même un artiste qui me reconnaît moi-même en tant qu'artiste. Et donc, si je signe un objet et que je qualifie cet objet d'objet d'art, il devient un objet d'art au même titre qu'une peinture impressionniste, un tableau de Van Gogh ou quoi que ce soit. Et comme il est le premier à dire ça, à oser dire ça, il a créé ce qu'on appelle un concept que la critique va valoriser. Mais la critique le valorise parce qu'en fait, les Américains ont des philanthropes qui sont connectés à la CIA, qui sont connectés au Pentagone, qui sont connectés à cette stratégie essentielle. Et donc, à partir de là, en fait, les Américains vont travailler pour détruire en fait ce figuratisme politique qui était celui de Picasso, et pour que ce soit remplacé par des choses beaucoup plus conceptuelles ou beaucoup plus abstraites. Et c'est l'époque où on a le développement d'artistes comme Rothko, vous savez, qui va jeter, entre guillemets, la peinture sur une toile. Je critique pas du tout le travail de Rothko, hein, je minimise pas. Je dis juste que d'un seul coup, on passe de quelque chose qui interpelle les personnes à la fois par l'esthétisme, parce que les tableaux dont je parle de Picasso ont un esthétisme incroyable, même s'ils parlent de guerre. Encore une fois, il faut aller voir ces tableaux, Guernica, un tableau de la guerre de Corée, mais en plus, ils racontent quelque chose. Parce que c'était un peu ça l'histoire de la peinture. Au début, c'était des portraits de personnes connues, et puis après ça racontait des scènes de la vie quotidienne, puis après des choses beaucoup plus modestes, intimes, puis ça devient très politique avec la popularisation, entre guillemets, de la peinture. Et la France a un rôle vraiment important là-dedans, et Picasso a un rôle essentiel. Et ce qui est toute la contradiction, c'est-à-dire que les Américains en ont fait la star absolue, sachant que c'est parce que Picasso était la star absolue, qu'ils ont détruit en fait ce marché, mais de façon structurée. Et donc, si je devais raconter un peu plus d'anecdotes croustillantes, ils ont choisi des galeristes jeunes, ambitieux, qu'ils ont financés. Ils leur ont proposé d'être les artistes qui allaient représenter, entre guillemets, les artistes qui avaient été choisis pour devenir les artistes très importants du futur. Alors, ça ne marche pas avec tous, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient des idées d'artistes qui allaient être importants, mais il y en a certains qui deviennent très importants, comme Pollock. Tout à l'heure, j'ai dit Rothko, Pollock, je me suis peut-être trompé en fait. Pollock, c'est pour ça que je me disais, mon cerveau était en train de se reconnecter en fait. Donc Jackson Pollock. Et Rothko, c'est intéressant aussi, c'est quelqu'un qui est très minimaliste, qui fait des grands rectangles de couleurs, et c'est des choses à la limite de l'abstraction. Bref. Mais oui, donc Pollock, donc les gens qui verront la vidéo vont m'envoyer plein de mails, et puis 5 minutes après, ce sera trop tard pour regretter le même en question, mais c'est pas grave. Et donc, ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, ça marche souvent. Et les galeristes en question, ça va être un milieu un peu dans lequel il va y avoir beaucoup de drogue, beaucoup de sexe, c'est vraiment, on rentre, et les Américains introduisent complètement en France le côté
Woodstock en fait, mais par le monde de l'art. Je dis pas que le monde de l'art avant c'était pas un monde dans lequel il y avait un peu de drogue et d'excès, hein. On sait bien, Apollinaire, tout ça, tous les artistes, Lautrec. Mais là, ça prend des proportions complètement incroyables. C'est le côté underground et qui s'est maintenu entre guillemets depuis. Alors il y aurait beaucoup d'autres anecdotes à vous raconter. Mais voilà, donc je crée cette galerie qui grandit et arrive, je crois que c'est la raison pour laquelle cette assemblée existe. Enfin, il y a une autre raison plus historique dont on parlera peut-être dans la deuxième ou la troisième partie de la soirée, mais le Covid arrive. Et alors moi, dans mon parcours, j'ai fait du conseil avec une spécialité aussi dans le domaine de la santé et dans une boîte qui est spécialisée dans les vaccins. Et ouais, non, mais je suis comme Tom Hanks en fait. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, le héros là. Voilà, c'est ma vie, c'est la vie de Forrest Gump en fait. J'ai toujours été là où il aurait fallu ou pas fallu être. Donc, parce qu'en fait, tous les sujets dont je parle, il y a beaucoup de personnes qui disent mais Bertrand, tu parles de vaccins, mais tu connais rien aux vaccins. Mais en fait, je connais beaucoup plus sur les vaccins que la plupart des gens qui sont même des experts en vaccins, puisque c'était mon métier au niveau stratégie de grands groupes qui investissent dans les vaccins, et donc je discutais avec les médecins, etc., etc., et avec les pays pour la stratégie vaccinale des pays, puisqu'en fait, tout ça, c'est toujours quelque chose, c'est pas très anecdotique en fait, c'est des grands sujets larges. Quand je parle du monde de l'art, voilà, j'ai une galerie depuis 15 ans. Quand je parle du monde du sport, je le connais un petit peu. Quand je parle de la finance, voilà. Quand je parle de personnes qui sont considérées comme très inquiétantes, etc., je les connais. Et aussi les personnes qui ont du pouvoir, parce que j'étais dans la famille, entre guillemets, vraiment d'anciens présidents français. Et dans les personnes qui m'ont félicité pour le livre, il y a un ancien Premier ministre qui, s'il avait gagné, nous aurait permis d'éviter Emmanuel Macron. Donc, parce que, je ne sais pas comment dire, dans le monde d'Internet, je suis très critique sur la manière avec laquelle ce que j'appelle la résistance des marchands du temps fonctionne. C'est pas ma nature, en fait. Ma nature, moi, c'est d'être très... de penser que tout le monde, c'est mon frère, tout le monde est génial. Je ne me dispute pas naturellement avec les personnes, juste avec les pourritures, en fait. Mais il y en a beaucoup. Et donc ça crée des aspérités, entre guillemets, parce que je vois, à cause de mon côté consultant en stratégie, et puis j'observe très vite les choses, et donc j'ai une vision critique immédiate. Vous savez, c'est ceux qui ont lu le livre savent, j'aime bien utiliser Colombo. Voilà, je vois tout de suite, je sais qui est le coupable. C'est plus compliqué après, c'est de le démontrer d'une manière où le public le comprend. Alors que le public sait aussi que c'est le coupable, mais il se demande comment moi je vais démontrer, ou est-ce qu'ils ont envie de savoir que la personne en question qu'ils ont appris à aimer, à apprécier, etc., en fait, de son plein gré ou à l'issue de son plein gré, c'est une pourriture en fait. Et parce qu'il y a les deux, hein. Il y en a qui ont conscience de l'être, qui l'acceptent parce qu'ils sont dans un business, et il y en a qui en ont même pas conscience parce qu'en fait ils n'ont conscience de rien en fait. Ils sont dans une logique assez linéaire. Donc voilà. Donc devant moi il y a quelques pots de miel, il y a quelques livres. Alors il reste le livre en édition Amazon et le livre en édition artisanale. Le contenu est génial. Là, je peux vous les dédicacer en direct, sans dessin, parce que ça prend trop de temps. Voilà, donc ça c'était pour le curriculum vitae. Peut-être, je suis papa, j'ai 2 fils. Voilà, je me suis marié, j'ai divorcé plusieurs fois. Et voilà. C'est pour... j'ai fait beaucoup de sport, maintenant je fais beaucoup de marche. Au cours des 2 dernières années, j'ai dû faire quelques milliers de kilomètres. Donc
J'ai rencontré des prêtres exorcistes avec qui j'ai pas mal parlé en fait du monde dans lequel on vit. Puis je me suis rencontré moi-même encore plus que ça avait été le cas jusqu'à maintenant, parce qu'en fait quand vous marchez... Vous pouvez parler plus près Le micro plus près. On vous entend Le pas. micro plus près. Oui, Vous c'est l'avez mieux fait, là. Je vous entends. Voilà, parce qu'autrement le fond, on n'entend pas. Ok. Et donc voilà. Vous savez, peut-être avant de passer au reste, il y en a qui ont des questions particulières, parce que c'est, je sais que ça soulève beaucoup de questions en général, donc autant balayer ça avant de passer à la suite. Il y a des questions. Pourquoi vous avez eu un déclic? Qu'est-ce qui fait que... Ah oui, c'était, j'y étais, et puis je suis reparti dans une autre direction. Non, c'est vraiment le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, quand le Covid arrive, je connais exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, je connais la méthode, je connais la stratégie, je connais les objectifs. Je sais exactement ce qui se passe, sauf que c'est dans des proportions qui sont totalement inattendues, en fait. C'est-à-dire qu'on rentre de façon très claire, très nette, dans une guerre contre l'humanité, en fait. Mais c'est une guerre contre l'humanité par un ennemi qui ne se déclare pas, en fait, qui est invisible. On va comprendre petit à petit, pour le grand public, qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans tous les pays du monde, au même moment, il y a la même communication, il y a les mêmes événements. Une technologie qui n'a jamais marché, même sur les poulets, l'ARN messager, est présentée comme une technologie très maîtrisée, parce qu'en fait, ça fait 60 ans qu'on fait des recherches, mais on fait des recherches depuis 60 ans qui n'ont jamais abouti à rien, et subitement, elles aboutissent à tout, et toutes les boîtes qui se lancent trouvent une solution miracle et qui est validée. Mais surtout, en fait, c'est très scénarisé. C'est-à-dire, il y a un paquebot au large du Japon, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on découvre le mot cluster. Donc c'est un paquebot, cluster, interdit d'accès, les gens qui l'approchent sont en scaphandre, etc. Et on voit des images où quand quelqu'un touche une poignée de porte, on a l'impression d'être dans un film. On a été très préparé par ça, par Hollywood, il faut dire, mais on voit en gros plan les microbes qui sautent, les virus ou les bactéries. On ne sait pas trop ce qui saute, mais ça saute d'une main à l'autre, d'une poignée à l'autre. Et en quelques minutes, en fait, tous les gens qui sont allés aux toilettes vont condamner tous les gens avec qui ils sont en train de manger, ou qui ont touché leur drap, ou qui ont touché leur machin. Et ça crée une psychose pas possible pour un truc qui ne tue personne, à part des gens qui sont dans un état très avancé de maladie qui les ont condamnés quoi qu'il arrive. Et ces gens-là, on va leur demander de se vacciner, y compris quelques heures avant leur mort. En fait, tout ça, mais on perd tout bon sens, en fait. Quand on a peur, et quand la peur est bien scénarisée, on est déconnecté du bon sens. Mais même les médecins, c'est-à-dire que même les médecins qui savent, parce qu'on les a formés avec l'idée qu'on ne vaccine pas pendant une épidémie, qu'on ne vaccine pas quelqu'un de fragile, qu'on ne vaccine pas quelqu'un de potentiellement malade, vont faire l'inverse. Et d'ailleurs, les experts de plateau, qu'on a tous vus à la télé, sont des gens qui viennent d'autres branches médicales et qui n'ont jamais véritablement côtoyé la problématique de la vaccination, où ils l'ont fait pendant leurs études, puis après, voilà, ils ont fait quelque chose de très différent, mais ils deviennent des experts, pas en vaccination d'ailleurs, parce que la définition du mot vaccin est changée au début de la crise du Covid, puisque c'est de la thérapie génie, en fait, qui a été faite, puisqu'on reprogramme le corps humain. Or, la vaccination, c'est pas de la reprogrammation du corps humain, c'est de former le corps humain à se défendre contre quelque chose qui a été affaibli pour lui permettre de bien se défendre si un jour la version dangereuse mais proche de ce qui a été injecté en lui, affaibli, arrivait. C'est ça le concept du vaccin.
qui est un concept relativement logique. Alors je sais qu'il y a tout un débat sur Béchamp, Pasteur, etc. Mais le concept de vaccination fait sens. On apprend, entre guillemets, au corps à se défendre contre quelque chose. Moi, ça me paraît logique. Je suis très intéressé par Béchamp et Pasteur. Je pense que les deux ont raison. Les deux apportent quelque chose d'intéressant. Mais on ne peut pas exclure l'un au profit de l'autre parce que d'un seul coup, il est à la mode et qu'on se met à détester les vaccins, etc. Et puis qu'il y a des tas de personnes très intelligentes qui disent « on n'a jamais vu un vaccin qui fonctionnait ». Je ne crois pas ça. Je crois qu'en fait, un des grands problèmes de la vaccination, c'est les recettes, en fait. Le problème, c'est que pour vacciner à l'échelle d'une population entière, pour stabiliser, entre guillemets, le produit, qui est un produit pas du tout vivant hein, dans le cas du Covid, puisque c'est un produit qui est programmé, en fait, pour nous reprogrammer, eh bien, ils utilisent en fait des adjuvants, en fait. Ils utilisent des produits, ils utilisent des choses. Alors, par exemple, Moderna utilisait quelque chose qui s'appelle la luciférase. Alors, ça m'intéresse parce que ceux qui me suivent savent que je m'intéresse beaucoup à l'eschatologie, en fait. Il y a des brevets qui ont été déposés, entre autres par Microsoft, sur des moyens de détecter, en fait, ce qui a été injecté dans le corps humain avec des bornes, avec des téléphones, etc. Et le brevet, il y a beaucoup de CIS qui se suivent, en fait. Donc, toutes ces choses-là m'interpellent aussi. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les grandes lignes. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle, entre guillemets, de la planète. Mais il y a quand même quelques pays qui résistent, mais très peu. Et c'est normal, dans un essai clinique à l'échelle planétaire, il faut accepter, même les gens qui veulent aller très très loin contre l'humanité, savent que pour bien tester le Covid, avant de faire quelque chose de bien pire que le Covid, qui arrive, il faut tester selon des règles, entre guillemets. C'est-à-dire avoir un groupe test, c'est-à-dire des populations pas touchées, des populations qui pensent être touchées, mais ils ne sont pas tous injectés avec le même produit, etc., etc. Donc il y a des lots différents. Et les usines, entre guillemets, qui produisent les vaccins sont des usines dans lesquelles il y a très peu d'humains, en fait. Il faut bien comprendre que l'ARN messager, les vaccins, donc la complexité des vaccins, c'est pour ça que ça n'a pas marché, par exemple, avec le virus du sida, c'est qu'il faut affaiblir un virus suffisamment pour que le corps ait une chance de se battre contre lui et d'apprendre à se battre quand il arrive en version forte. Mais ça veut dire qu'en fait, vous devez créer ça dans des conditions d'abord de laboratoire, ensuite vous allez essayer avec des animaux, et puis ensuite vous allez demander à des humains d'accepter. Mais les humains acceptent, ça veut dire qu'ils vont avoir le vaccin, et ensuite on va leur mettre le virus. Donc il faut avoir déjà une grande confiance hein, pour faire ça. Là j'ai simplifié. Hein. Mais donc pour l'ARN messager, il n'y aura rien de tout ça qui va être fait. C'est-à-dire que la population mondiale va faire partie du test. Je pense que vous êtes tous sensibilisés à ça, vous le savez, mais c'est toujours bien de rappeler des choses qu'on sait mais qu'on oublie. Et donc on est tous des cobayes en fait d'une expérience. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure du temps, la composition des vaccins va changer. Donc en principe, il fallait recommencer à zéro. Mais là, en fait, non. Comme c'est de l'ARN messager et que ça fait 60 ans qu'on maîtrise très très bien cette technologie, on va continuer. Mais c'est une technologie abominable. Hein. C'est-à-dire que c'est une technologie où on n'apprend plus au corps à faire quelque chose. C'est un peu, si vous avez vu le film Orange Mécanique, dans Orange Mécanique, on impose par une forme de force à quelqu'un à voir la différence entre la violence et le bien, donc avec des images horribles, des belles images, etc. etc. Donc ça c'est... Et vous avez l'école normale où on est censé apprendre à un rythme normal. Bah, l'ARN, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on reprogramme la personne
en lui imposant des sollicitations par des ARN messagers, en fait, donc par une molécule qui est comme une clé, en fait, et qui va se connecter à d'autres choses dans notre corps humain. On sait maintenant que ça se connecte même à l'ADN, et va entraîner la création de protéines, va entraîner la création d'autres choses. On ne sait pas du tout ce que ça fait, en fait, puisque on se transforme en Dieu, en fait. Et c'est vraiment ça le plus important à comprendre avec cette époque du Covid, c'est qu'on est arrivé au sommet de l'idée même de Frankenstein, en fait. C'est-à-dire qu'on dit que l'humain est totalement reprogrammable par l'humain. Donc on n'est plus du tout dans la prévention, on n'est plus du tout dans le soin, on est dans une nouvelle notion qui est l'homme augmenté. Et tout ça se passe dans une époque où on nous explique qu'il faut sauver tout le monde, mais dans le même temps, alors ça c'est un sujet qui est assez sensible, mais on fait de l'IVG un moyen de contraception banal, entre guillemets, même quasiment jusqu'au terme. Et pas que ça, on a voté en France l'euthanasie à la carte, l'IVG dans la Constitution maintenant. Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est que vous dites l'IVG dans la Constitution française, mais le bonheur n'y est pas. Non mais, si vous êtes quelqu'un qui veut faire la Constitution et qui va jusqu'à mettre l'IVG, qu'est-ce que le bonheur devrait être constitutionnel. Les Français ont le droit au bonheur. C'est quand même plus intéressant que le droit à l'IVG, si quitte à écrire quelque chose de plus dans la Constitution. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important en fait. Et toutes ces questions ne sont pas posées parce qu'invariablement, il y a des événements dans le monde entier, et ça va me permettre de faire des transitions, qui permettent de le justifier. Donc Donald Trump est sur le point d'être élu aux États-Unis. Il annonce qu'il va rendre plus compliqué, entre guillemets, l'avortement. Donc il y a une loi qui s'appelle Roe versus Wade aux États-Unis qui rendait l'avortement possible au niveau fédéral, en fait. Et cette loi, la Cour suprême américaine la dénonce, en fait. Et donc, les pays se disent, oh là là, l'IVG est en danger, il pourrait très bien y avoir dans le futur un nouveau président français comme Donald Trump qui pourrait interdire l'IVG, donc il faut le mettre dans la Constitution. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ça a fonctionné. Alors qu'en fait, aux États-Unis, les femmes peuvent toujours avorter, et non seulement elles peuvent avorter, mais elles peuvent avorter gratuitement, voire même on peut les payer pour avorter. Parce qu'en fait, les cliniques d'avortement aux États-Unis sont les cliniques les plus luxueuses, les plus parfaites, etc. Parce que ce que la femme laisse derrière elle après avoir avorté a une valeur considérable. Et donc, il y a des personnes, ça intéresse. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il y a du trafic d'organes, etc. Mais déjà, rien que le placenta, c'est quelque chose qui intéresse. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler dans le détail de Epstein, mais Epstein était quelqu'un qui, d'une part, a participé au financement et à la promotion d'un film qui s'appelle The Island. Je vous recommande ce film, très bon film. Et il était quelqu'un qui, comme d'autres Américains, de façon plus ou moins discrète, il disait que pour avoir une vie plus longue, en meilleure forme, etc., c'était pas forcément une mauvaise idée d'inséminer beaucoup de femmes et de récupérer les cellules souches, voire de créer des enfants qui pourraient devenir des réceptacles d'organes dont ils pourraient avoir besoin plus tard. C'est exactement le film The Island. Alors vous vous dites, mais quand ils font un film comme ça, The Island, ils préviennent tous les citoyens que c'est horrible, hein, qu'il y a des gens qui sont Frankenstein, entre guillemets, qui créent leur clone, plus ou moins, pour pouvoir, quand ils ont un problème de pièces détachées, avoir une pièce détachée optimisée, entre guillemets, pour eux-mêmes. Mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne sont pas multimillionnaires ou milliardaires,
le film les choque. Mais pour toutes les personnes qui sont extrêmement riches, ça leur donne des idées. Donc c'est une campagne de publicité dans le monde entier qui va faire se dire des gens riches, mais tiens, ça c'est possible. J'y avais pas pensé. Après tout, je suis tellement riche, pourquoi je me priverais de cette possibilité? Et vous savez bien qu'il y a des personnes auxquelles ça ne pose aucun problème. Je vous ai évoqué que j'avais été pas mal de temps en Afrique du Sud, je vivais à mi-temps là-bas. Eh bien, il y a eu d'énormes scandales de fermes à organes, c'est-à-dire de personnes qui étaient enlevées et dont les organes servaient. Donc il y avait des menus, reins, A+, hommes, seins, pas de maladie, identifiée. Et puis dès qu'on commence à enlever des organes importants, il commence à solder d'autres organes. Donc son cœur est à moins 20%. Quelqu'un... Ça vous paraît fou, mais c'est un marché énorme. Énorme. Voilà, et donc, pour répondre à votre question, quand ça arrive, je me dis, le monde change en fait. C'est-à-dire que tous les liens, tous les repères vont être détruits. C'est-à-dire le repère entre le lien entre quelqu'un et son docteur change, entre le docteur et l'ordre des médecins change, entre l'ordre des médecins et le ministère de la Santé et les groupes pharmaceutiques changent, mais au sein des familles. C'est-à-dire l'enfant devient potentiellement l'assassin de ses parents, de ses grands-parents. Et les grands-parents deviennent potentiellement des poids, entre guillemets, compliqués à gérer. Donc on est préparé, entre guillemets, au Covid. C'est parce qu'il a fallu sauver les personnes âgées que l'État s'est tellement endetté, même si personne n'a besoin de le dire. On nous a tellement dit, quoi qu'il en coûte, pour sauver les personnes âgées, etc., que quelque part, il y a beaucoup de gens pour qui ils disent « mais merde, c'est à cause de tous ces vieux qu'on a dépensé des centaines de milliards, l'euthanasie, c'est génial. » Mais l'euthanasie, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Beaucoup, beaucoup plus vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est âgé coûte à la société. Il a sa retraite, il a ses soins, il a beaucoup de coûts. Et souvent, de plus en plus souvent, il n'a rien à transmettre à ses enfants. Il n'y a pas d'héritage, très peu d'héritage. Et je parle de la majorité des personnes. Évidemment, il y a des gens qui ont des gros héritages, mais la majorité des personnes, ce n'est pas le cas. Et là, vous allez avoir un moment où la personne, c'est difficile d'aller en EHPAD, c'est difficile machin, et on va lui dire, écoutez, voilà, il y a la possibilité, entre guillemets, de décider de votre propre mort, sans que ce soit un poids pour vos enfants, et compte tenu de votre retraite, compte tenu de votre état de santé, compte tenu, eh bien, il pourrait avoir un pécule de 50 000 € si vous décidiez de mettre fin à vos jours dans les 6 mois qui viennent. Et les parents se disent « merde ». Parce qu'en fait, c'est un calcul de société d'actuaires, entre guillemets, donc des gens de société d'assurance. La personne va coûter 150 000 €. C'est comme un viager, en fait. On peut le rendre très heureux et donner 50 000 € que les enfants vont dépenser n'importe comment, donc il va revenir ruisseler vers le haut. Et tout ça, ça vous paraît bizarre, hein, mais les gens qui organisent ça n'ont que ça en tête. Mais évidemment, personne ne vous en parle, parce que pour pouvoir voir tout ça, il faut savoir comment pensent les gens. Aujourd'hui, en fait, vous n'êtes sollicité que par des médias qui vous font réagir comme des taureaux à ce qui se passe dans l'actualité. Ah, il y a le Mercosur. On va faire la même manif tous les ans en janvier. L'année dernière, c'était pour une autre raison. Donc les paysans font tous les ans des manifs en janvier. Amusez-vous, hein, regardez. C'est tous les ans. Et tous les ans, on vous dit, cette année, l'État va lâcher. Et vous regardez des émissions pendant 15 heures, des nocturnes. On envoie des SMS à la sous-préfecture, au machin, etc. J'ai l'impression d'être dans une vieille émission
Dieu le veut, vous savez, le truc là. Mais eux, au moins, ils disaient que c'était des émissions pour détendre les gens, en fait. Ils ne faisaient pas croire qu'ils les informaient. Vous voyez, mais en fait, jamais on vous donne une perspective sur ce qui se passe. Vous êtes traité par la plupart des gens qui vous parlent comme quelqu'un qui est dans la réaction émotive, en fait. Et donc, ils font exactement la même chose que les grands médias, que les gouvernements, sauf qu'en fait, vous ne vous méfiez pas d'eux parce qu'ils ont l'air gentils et qu'ils invitent de temps en temps des gens qui ont l'air de vous raconter des choses intéressantes que vous n'écoutez pas ailleurs. En général, je suis désolé de dire, la plupart du temps, c'est pas de très bonne qualité, en fait. C'est pas que je me juge mieux ou moins bien, c'est qu'en fait, je sais comment ça fonctionne et je sais pourquoi les algorithmes favorisent ces personnes-là, parce qu'en fait, elles font mieux le job que n'importe qui d'autre pourrait le faire, en fait. Et ça fonctionne. Alors, c'est pas critique, il n'y a aucune jalousie, en réalité, j'en ai rien à foutre. C'est juste que, quitte à vous parler et à vous dire la vérité, je vous dis toute la vérité. Alors, je sais que c'est très, très désagréable d'entendre cette partie de la vérité, parce qu'on met beaucoup d'émotions, on met beaucoup de soi-même à écouter ces médias, sans se rendre compte qu'ils sont devenus la grenouille qui voulait devenir le bœuf des chaînes de télé qui critiquent. C'est-à-dire des matinales, vous savez, au début, il y avait une chaîne de télé d'information en continu, puis après, il y en a eu 2, puis 3, puis 4, puis 5. Mais les médias dissidents, au début, ils faisaient une émission de temps en temps, puis finalement, ils font des matinales complètes, puis des midis, puis des après-midi, puis des soirées. Moi, j'ai rencontré des gens qui regardent une en direct et qui regardent les autres en accéléré. Ils ne veulent rien rater. Ils sont devenus drogués de quelque chose qui les rend totalement débiles. Parce qu'on ne peut plus réfléchir par soi-même, en fait. On espère, au cours de l'émission, qu'on va apprendre quelque chose. Bon, s'il y en a qui n'aiment pas ce que je dis, vous pouvez partir. En personne. Mais non, personne ne parle, je le dis pour les gens. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du gavage. Du gavage, vous êtes stressé, il y a une relation de dépendance qui se crée avec quelque chose d'inutile. J'ai posé la question aujourd'hui dans une lettre que j'ai publiée sur mon Substack et je dis aux personnes, voilà, pendant la période Covid, des gens de la résistance, entre guillemets, il y a eu peut-être 1000, 2000 livres qui ont été écrits sur le Covid. Mais vraiment, mais beaucoup d'entre vous en ont peut-être acheté 4 ou 5. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté des livres sur le Covid, spécifiquement sur le Covid? Est-ce que vous les avez lus? Entièrement. Et ça vous a appris quoi? Mais sur quoi? Sur l'ARN messager, que tu parlais tout à l'heure, que ça existe depuis longtemps, que ça n'a jamais marché. Ça, j'ignorais. Voilà. Entre autres, la conception de tous les vaccins qui n'a jamais été prouvée, entre autres, la plupart. Voilà, ça je l'ai appris. Oui, mais ça c'est très technique, c'est très scolaire, mais qu'est-ce que tu as appris par rapport à toi-même, par rapport au monde dans lequel tu passes pour être armé par rapport à ça? Parce qu'en fait, quand tu prends des cours de sport, quand on va à l'école, en principe, le phénomène d'apprentissage, c'est quelque chose qui est censé nous préparer à l'avenir. Donc en fait, ce que tu as appris, c'est qu'on nous mentait. Mais on ne t'a pas appris à démasquer les mensonges. On m'a appris à être méfiant. Pardon. Oh, mais ça, c'est horrible. C'est horrible d'être méfiant. Oui, une certaine injustice. Non. Enfin, je trouve pas. Mais parce qu'en fait, on est tout le temps dans la crainte. Il y a des gens qui sont des personnes comme moi qui parlent de temps en temps, qui font des conférences, etc. Ils ne peuvent plus manger chez personne parce qu'ils ont tout le temps peur d'être empoisonnés. Non, mais c'est vrai. Non, je vous assure. Il n'y a plus de vie en fait. On est sur la terre, c'est pour ça que je reviens sur le mot bonheur, amour, joie, etc., pour être heureux. Si tout ce qu'on nous apprend, c'est d'avoir peur, de se méfier des autres, on ne vous apprend rien, on vous détruit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre des choses qui nous élèvent. En fait, un humain, il n'a pas vocation
à être tout rabougri dans l'anxiété, etc. Non, un humain, c'est comme un bébé qu'on voit, il sourit, il est heureux, il a envie. C'est pas parce que le monde il est horrible qu'on doit devenir horrible soi-même. Non, c'est ce qu'on veut nous faire croire. En fait, plus on est heureux, plus on est positif, plus on change le monde en fait. C'est-à-dire la force de la pensée négative, elle est destructive. Et là, je pense qu'on aura un échange au cours des prochains jours sur les maladies, etc. C'est-à-dire le pouvoir de la pensée. Mais la bonne pensée, elle a également un impact en fait. Elle a un impact sur vous, mais elle a un impact sur votre environnement. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut savoir dire non en fait. Il faut faire des choses qui nous font du bien. Moi, si je faisais des conférences et qu'à la fin de la conférence, les gens étaient anxieux, etc., j'aurais arrêté les conférences depuis longtemps. Mais toutes les conférences que je fais, à la fin, les gens me disent « Je suis super heureux. Vous m'avez un peu stressé pendant le chemin, mais je suis libéré d'un poids, en fait. » Et je dis pas ça comme un gourou, j'ai aucune secte, je veux voir aucun de vous chez moi, et j'ai rien à vous proposer d'autre que ce qui est sur la table. Non, je plaisante. Mais il faut absolument que quand on fait quelque chose comme ça, surtout dans un monde aussi anxiogène, vous sentiez que vous êtes libéré en fait. Et la vérité, c'est quelque chose qui libère. Le mensonge et l'angoisse, c'est quelque chose qui emprisonne. Et donc, si les gens auxquels vous font confiance ne créent une addiction avec vous que parce qu'ils vous font la liste de toutes les horreurs, de tous les mensonges et de tous les machins, c'est bien, c'est utile. C'est la vérité, en fait, quelque part. Tu viens de parler de la vérité libérée. Mais s'ils nous disent la vérité, mais ça, c'est pas. Il faut commencer par mais ça. non, mais ça, c'est pas la vérité. C'est un mode d'emploi de captation, en fait. La vérité, c'est d'expliquer les mécanismes. Faire la liste des problèmes, il faudrait plus que 24 heures par jour pour faire la liste de tous les problèmes. C'est-à-dire que je vais m'amuser là, juste en quelques minutes. La vérité, elle est là. Quand Garnier dit Non, mais non, parce qu'elle évolue tous les jours. On est complètement dans une évolution. Quand vous prenez juste la période depuis Noël, cette année, il y a eu des bombardements au Nigeria. Bizarrement, personne ne s'était intéressé aux Nigériens, pourtant ils avaient massacré des élèves dans des écoles catholiques, etc. Mais là, d'un seul coup, Trump s'y intéresse. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert des mines, des minerais, et puis que tous les pays de cette région sont en train d'avoir des velléités d'autonomie, d'indépendance. Le Nigeria, c'est un pays pétrolier important, une très grande population. Ça va devenir un des pays les plus peuplés du monde avec la démographie qu'ils ont. Donc, bombarder. Mais en fait, bombarder, c'est surtout un message qui est envoyé au chef de l'État en disant maintenant, t'es sage, tu obéis. Israël a reconnu un pays que peut-être aucun d'entre vous n'a entendu parler, qui s'appelle Somaliland, qui n'a rien à voir avec la Somalie, à part que c'est un morceau de la Somalie dans lequel il y a des Palestiniens locaux qui veulent être chez eux, et Israël qui refuse de donner un pays aux Palestiniens, reconnaît un pays pour le Somaliland. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu le côté ubuesque de la situation, et ils sont le premier pays au monde à reconnaître ce pays. Et qu'est-ce qu'a comme caractéristique le Somaliland ? C'est que c'est la zone de Somalie où il y a des minerais, où il y a du pétrole, qui est en face du Yémen et qui permet d'accéder en fait à la mer Rouge, donc au canal de Suez, donc au transport pétrolier, mais également à d'autres projets qu'ont les Israéliens avec leur canal Ben Gourion, etc., qui fait partie, peut-être, est-ce que c'est sérieux ou pas, est-ce que ça aura lieu ou pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a toute une stratégie. La guerre au Soudan continue, on n'entend pas trop parler. Elle a démarré, la guerre au Soudan, juste au moment où il y avait un contrat qui venait de sécher entre le Soudan et les Chinois et les Russes pour avoir accès à un port qui allait être un port dans lequel ils pourraient avoir des bateaux militaires, un peu comme le port que les Russes ont encore aujourd'hui en Syrie. Et donc c'était pour les Russes et les Chinois la possibilité de se projeter en fait dans une zone hautement stratégique dans laquelle sinon ils n'ont pas
de présence autre qu'avec des bateaux qui doivent demander poliment s'ils peuvent aller accoster parce qu'ils n'ont pas de propriété, entre guillemets. Vous avez Gaza, les bombardements qui continuent, vous avez la Syrie, les bombardements qui continuent, dont des bombardements américains extrêmement massifs en Syrie. C'est les Américains qui ont toujours 85% du contrôle du pétrole syrien, et les Israéliens ont 40% du contrôle de l'eau en Syrie. 40% du contrôle de l'eau d'un pays quasiment désertique comme la Syrie. Vous imaginez le pouvoir que vous avez, parce que vous enlevez 10 ou 15% de l'eau, déjà vous avez le pays, il n'y a plus rien, mais 40%, c'est 2 ou 3 millions de personnes qui repartent, entre guillemets, ou qui partent par la Turquie vers l'Europe. Et vous avez l'Iran, une guerre civile, vous avez la tentative d'assassinat de Poutine, vous avez la Russie qui utilise pour la deuxième fois un Orychnik, vous avez le kidnapping de Maduro, vous avez... il n'y a pas un jour où il ne se passe pas 10 événements d'ampleur internationale comme avant, il s'en passait 1 ou 2 par an. Et ça, ce sont les plus grands. Mais il y en a plein d'autres. Il y a les fermiers, il y a la signature du Mercosur, il y a le procès de cyberharcèlement de Brigitte Macron. Mais oui, mais tout ça, c'est... Tout ça existait déjà, mais c'est une accélération là dont on parle. En fait, c'est une accélération telle que si on se focalise sur ça, on devient fou. En fait. C'est-à-dire que si on est dans un système de vérité, de listing, et pas dans un système où on se dit quelle est l'explication. Pourquoi en fait il y a ça. Donc Poutine a essayé de l'expliquer. Vladimir Poutine a dit à de maintes reprises, mais il l'a dit une fois de façon très très synthétique, il a dit c'est un bal de vampires. Ces gens sont des cannibales. Il a dit ça mot pour mot, et dans la même phrase. Des cannibales, un bal des vampires, et on doit y mettre un terme. Et il avait utilisé d'autres manières beaucoup moins imagées. Il avait parlé lui-même d'une guerre entre le bien et le mal. Alors d'autres personnes l'expliquent en disant non, mais il y a deux conceptions du monde. Il y a une conception pyramidale centrée avec unipolaire, entre guillemets, avec quelqu'un au sommet de la pyramide qui contrôle toute la pyramide. Je ne vais pas vous faire quelque chose sur les pyramides. Donc, c'est, entre guillemets, un système où vous avez Washington qui dit je contrôle le monde, je suis le gendarme du monde. Donc, je peux kidnapper Maduro, je peux conquérir le Groenland, je peux armer Israël pour... détruire Gaza, je peux participer à une guerre de 12 jours contre l'Iran, je peux armer l'Ukraine tout en disant qu'en fait je veux la paix avec la Russie, mais en m'assurant que toutes les terres ukrainiennes vont appartenir à des grands fonds financiers, etc., etc., etc. Je peux dire que je ne suis pas au courant d'une tentative d'assassinat contre Poutine, alors que c'est 91 drones qui ont été envoyés, vu que l'armée ukrainienne, elle est dirigée par des généraux de pays de l'OTAN. Et évidemment, les Américains savent, et en plus, pour savoir que Poutine était là, il y avait très peu de personnes qui le savaient, même en Russie, mais on a appris depuis que, en fait, il était censé avoir un conf call avec Trump le lendemain du jour de l'attaque, et donc dans ces cas-là, pour avoir une ligne sécurisée, etc., ils ont besoin de savoir où est l'autre. Et donc la CIA était au courant, donc ils savaient. Donc, pour les Russes, en fait, c'était un message très fort. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé leur fameux Orychnik. Vous savez tous ce que c'est que le Orychnik ou pas? C'est un missile, en fait, russe, qui est un missile hypersonique, très rapide, qui va à plus de Mach 10, qui a une capacité nucléaire. Mais qui est tellement rapide que juste la vitesse du missile et des têtes, parce que c'est un missile qui a comme caractéristique, à proximité de sa cible, en fait, il envoie dans des directions spécifiques d'autres têtes qui peuvent être chacune nucléaires ou chacune différente, et qui détruisent juste avec la vitesse la cible. Et si en plus il y a une charge, ils détruisent plus. Et s'il y a une charge nucléaire, je explique pas. Et là, la cible était
juste à côté de la frontière polonaise, juste à côté d'une des plus grandes bases en Pologne de l'OTAN, et par laquelle en fait passe tout ce qui va vers l'Ukraine en armement, en mercenaires et en gens. Donc la Russie a fait passer un message très très fort, mais aucun des messages de la Russie sont écoutés. C'est-à-dire qu'on continue à dire que la Russie peut perdre. Or, un pays nucléaire ne peut pas perdre une guerre, par définition. C'est même la construction de la dissuasion nucléaire. Alors, il peut perdre par une révolution de couleur, donc qui a été tentée à maintes reprises, qui est en train d'être tentée en Iran. Mais bon, il semblerait qu'en Russie, c'est un peu plus compliqué. Donc il se passe énormément de choses. Mais si on regarde ces choses-là, on devient fou. Et donc, si on veut comprendre, et c'était un peu là où je voulais en venir, c'est quelle est la grille de lecture qui permet de comprendre ce qui semble irrationnel avec une grille de lecture normale. Personne ne peut imaginer que le gouvernement d'un pays veut du mal. Les gens, quand vous leur dites « mais le vaccin, c'est une mauvaise idée », ils disent « mais non, arrête ». Et tu as toutes les organisations internationales, tous les gouvernements, qui disent que c'est génial, que c'est super, qu'il faut y aller. Donc, t'es qui, toi, pour dire l'inverse d'eux? Alors déjà, c'est faux. Et on a vu les mécanismes avec Fauci, avec toutes ces personnes-là, comment les personnes qui étaient contestataires ont été détruites, en particulier les suspendus, puisque c'était des personnes qui auraient pu faire des faux vaccins, auraient pu faire des faux certificats, mais ils avaient tellement d'amour-propre et d'intégrité qu'ils disaient non, je ne vais pas, comme d'autres sur les plateaux qui ont dit peut-être ça protège des formes graves, donc effectivement, il faut vacciner le personnel de santé, etc. Un Raoult, pour citer par exemple, et qui a quelque part trahi tout ce qui est par ailleurs il disait. C'est-à-dire, quelqu'un qui est vraiment intègre ne peut pas dire ça. C'est-à-dire, s'il ne le pense pas, il ne peut pas trouver des circonstances. Parce qu'en fait, l'idée de protéger contre les formes graves, c'est un piège ultime. Parce qu'en fait, c'est indémontrable que ça ne protège pas contre les formes graves. C'est indémontrable que ça le fait, mais c'est indémontrable que ça ne le fait pas. Puisque, comme pratiquement personne ne faisait de formes graves, vous voyez, le vaccin est efficace, il n'y a plus de formes graves, mais il n'y en avait pas, ou très peu. Et à l'échelle du monde, à l'échelle de quelque chose qui a été aussi terrifiant, qui a provoquer autant de changements dans la vie des gens, jusqu'à rendre les enfants, les adolescents, les bébés, enfin, c'est des traumatismes terribles, entre guillemets, qui ont évidemment un impact sur le corps. Donc c'était une guerre. Et donc, on est obligé d'accepter, quand c'est pas rationnel, que la grille de lecture peut être différente. Et ça, c'est la grille de lecture de Poutine, avec le mot « vampire », avec le mot « bien contre le mal ». Et on rentre dans la religion. Et là, on peut reprendre à partir de là, on prend des discours de Netanyahou, on peut prendre des discours de plein de personnes, ce qui s'est passé avec la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Et puis finalement, il a été convaincu par un certain nombre de personnes qu'il était peut-être un prophète, parce qu'il y avait une légende qui disait qu'un prophète allait être touché à l'oreille droite et qu'il y aurait du sang qui coulerait, et qui et donc il serait un prophète d'Israël. Et d'un seul coup, Trump, qui était quelqu'un de modéré, qui voulait la paix à Gaza, qui voulait, devient la personne la plus sioniste qui existait sur Terre. Et d'ailleurs, c'est un jeu entre lui, Netanyahou, à qui flatte le plus l'autre pour l'œuvre qu'il est en train de laisser à l'humanité. Sachant que l'œuvre, elle est visible en images, c'est Gaza. Je ne sais pas si dans l'histoire, il y a eu des gens qui ont souffert collectivement, sans aucune possibilité de fuir, dans un si grand nombre de personnes. Je ne parle pas de l'Holocauste, 6 millions de morts, parce que ce n'était pas du tout la même chose, entre guillemets. C'était des rafles, des personnes qui étaient récupérées et qui étaient emmenées dans des camps, et il y avait la possibilité pour certains de fuir. Là, on a des gens qui sont quelque part, ils n'ont même pas le droit d'aller pêcher, en fait. Ils ne peuvent pas aller pêcher. Et puis bon, on pourrait avoir un long débat sur le 7 octobre, mais comme tout est en train d'être criminalisé, je vais m'abstenir pour ce soir de parler de ça. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, si on fait le listing, à part très brièvement, de toutes les raisons de voir que c'est horrible.
mais sans se demander ce qui se passe, s'il n'y a pas des forces maléfiques qui sont à l'œuvre, et d'essayer de comprendre qui est derrière, comment ça fonctionne. Parce que quand vous êtes médecin, quand vous êtes analyste, comme moi, en fait, si vous voulez résoudre un problème, vous devez identifier le problème. Un médecin, il doit faire un diagnostic. Et il sait très bien que le diagnostic n'est pas le même pour tout le monde. Donc pourquoi est-ce que tout le monde avait le même vaccin alors qu'il y en a qui n'auraient pas dû l'avoir? Enfin, encore une fois, ce n'est pas un vaccin, c'était une thérapie génie. Puisque c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 4, 5, 10 vaccins. En fait, c'est tous les 6 mois, parfois tous les 2 mois, parfois tous les 15 jours. Enfin, il y a des gens qui avaient des vaccins tous les 15 jours. Et surtout, le fait d'avoir la maladie n'était pas considéré comme mieux qu'un vaccin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était intéressant, parce que c'était la conversation qu'on avait avec Guy tout à l'heure, c'est de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des lignées, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont pu agir depuis très très longtemps pour avoir une capacité, une prise de contrôle forte sur le monde, entre guillemets, dans lequel on vit, mais globalement, à part peut-être la Corée du Nord, qui est un pays qui est en dehors de tout ça, mais je crois que c'est vraiment la seule exception, pour être capable de déclencher, entre guillemets, des épidémies, d'apporter une solution, déclencher des stress en ligne, par exemple, pour faire passer la loi sur le cyberharcèlement, et ben, on trouve assez facilement où on peut monter en épingle un enfant qui se suicide, qui a été poussé au suicide par d'autres enfants sur Internet. Mais ce qui est toujours bizarre dans ces cas-là, c'est qu'on a exactement la même chose qui se passe dans 10 pays en même temps. En fait. Et la même manière d'être sollicité, la même manière avec les médias de tous les pays d'en parler, et la même manière dans les dîners en ville de dire qu'il faut résoudre ça comme étant devenu le problème central de l'humanité. Et en ce moment, vous avez en Angleterre, en Allemagne, en France, partout, comment lutter contre la haine en ligne. Alors ça s'appelle la haine en ligne, mais ça a plein de noms divers et variés. Merz en Allemagne, il y a une société qui ne fait que porter plainte contre des gens qui l'insultent en ligne. Ils ne font que ça. Et les gens acceptent de faire des transactions pour ne pas être poursuivis, ou il y en a certains qui vont être poursuivis, etc. C'est à ça que ça ressemble. Donc pourquoi est-ce qu'on veut faire réduire au silence en fait des gens qui critiquent des personnes qui n'ont pas de succès? C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre à genoux la Russie, ils n'ont pas réussi. Ils ont dit qu'ils allaient réussir à redresser le pays, ils n'ont pas réussi. Ils ont dit qu'ils allaient soigner et donner une vie normale aux gens qui s'étaient fait injecter, ils n'ont pas réussi. Enfin, la liste de toutes les choses est infinie, ils n'ont pas réussi. Ou alors, ils ont extrêmement bien réussi, quelque chose qu'on refuse de voir, parce que ça nous oblige à croire à quelque chose qu'on a oublié de croire. Est-ce que dans un monde où Dieu, on y croit modérément et on a le droit de le blasphémer dans Charlie Hebdo, et dans un monde dans lequel on peut faire ça, mais on n'a pas le droit d'interroger la femme du président de la République, donc qui est au-dessus du prophète, au-dessus de Dieu, au-dessus de qui vous voulez, en fait, puisqu'on peut caricaturer et blasphémer tout le monde, mais non, il y a un niveau qui est interdit, entre guillemets. Eh bien, c'est là qu'arrive cette fameuse question, est-ce que le diable existe, en fait? Et si il existe, ce qui est ma certitude, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Terre, en fait? Que voulait dire Poutine en parlant du bien et du mal? Que voulait-il dire en parlant de balles des vampires et qu'on n'a pas su accepter? Et là, moi, dans ces cas-là, quand je me dis il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, donc au moment du Covid, ma capacité de compréhension rationnelle est totalement vaine. Et donc je me dis, non, c'est qu'il y a autre chose. Et donc je regarde du côté
des Khazars, du côté des grandes familles, du côté de toutes les théories, entre guillemets, qui expliquent ces choses-là. Et petit à petit, en fait, je réalise qu'il y a un personnage extrêmement central à tout ça, et qui nous a tout dit dans son portrait officiel. Et il s'appelle Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on a quelqu'un, et après, en fait, en prenant la pelote de laine, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas 1, 2, 3, 10, 100 coïncidences, c'est des milliers de coïncidences qui s'alignent. Jusqu'à des tableaux dans une Bank of America de Charlotte où il est quasiment le héros du tableau et qu'on découvre qu'en fait le peintre avait appris l'art des fresques en France à l'époque où Macron avait 12 ans et qu'entre autres il était allé à Amiens et que ça avait été un de ses modèles. Mais tout ça ne se passe pas par hasard. Soit c'est l'œuvre du diable, soit c'est l'œuvre de ces grandes familles qui s'amusent de nous, mais qu'elles savent exactement où aller, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'elles sont elles-mêmes diaboliques. Soit c'est des intelligences artificielles avec des gens... bref, donc, moi, le diable me paraît être une solution beaucoup plus rassurante, vu ma foi, puisque je crois en Dieu, donc je suis obligé de... Mais ça ne me pose aucun problème de croire au diable, en fait, qui tire certaines ficelles des gens qui signent un pacte avec lui. Parce qu'en fait, l'important avec le diable, c'est pas qu'il existe, c'est qu'en fait, on va le chercher. C'est-à-dire qu'en sortant d'une certaine ligne de conduite, on pactise avec lui. Et donc, on crée une place à l'intérieur de nous dans laquelle il va pouvoir œuvrer. C'est le fameux mal dont parle Poutine. Et les vampires, en fait, sont des gens qui vont créer les conditions pour que le mal trouve une porte d'entrée dans plein de monde. Et donc, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Peut-être qu'on peut faire une première pause. Non, parce qu'après, je vais vraiment entrer dans le détail et peut-être que ce sera compliqué de s'arrêter. Parce qu'en fait, ce que je voudrais vous présenter, c'est un peu le portrait, mais voir comment tout ça se lie au reste, en fait. Et vous savez, vous avez des enquêtes en ce moment de Candace Owens qui s'est posé beaucoup de questions sur plein de choses, l'assassinat de Charlie Kirk, les ramifications, et tout ça, en fait, je vais vous en parler un peu tout à l'heure, parce que tout est lié, en fait. Il n'y a aucune coïncidence dans ce qui se passe quand on regarde, en fait, dans le détail. Mais si ceux qui sont abonnés à mes lettres savent que le jour de l'assassinat de Charlie Kirk, tout ce qui est en train d'être découvert aujourd'hui est écrit dans ma lettre le jour de l'assassinat de Charlie Kirk. Pas parce que j'ai des informations spéciales, c'est une simple analyse, en fait, des choses. La femme, l'environnement, et je l'écris tout de suite. Mais parce qu'il faut avoir le courage de dire des choses qu'on apprend, qu'on n'a plus le courage de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, citer quelque chose qui est une évidence, mais on n'ose pas parce qu'on n'a pas envie de faire de la peine à quelqu'un, ou on n'est pas sûr. Parce qu'en fait, la deuxième chose très importante qu'on fait quand on fait de l'analyse, c'est qu'il faut réapprendre à faire confiance à son intuition, en fait. À cette petite voix auquel on dit tout le temps « tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Non, on a tous une petite voix, on est connecté, en fait. Il y a des fréquences. Il faut savoir qu'on est en train de découvrir que dans un brin d'ADN, on peut mettre tout ce qu'il y a dans les plus grands, en termes de mémorisation. On pourrait mémoriser dans un brin d'ADN tout ce qui est dans les plus grands data centers du monde. Ça paraît fou ce que je dis, mais non. Parce qu'en fait, si vous vous intéressez à ce qui se passe en Suisse avec les accélérateurs de particules, etc., tout ce qu'on découvre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur d'une molécule, il y a un univers entier. Et cet univers, forcément, il faut de l'énergie pour maintenir ces toutes petites choses proches les unes des autres, etc., etc. Donc il y a de l'électromagnétisme, des fréquences, des informations, et la possibilité de stocker ça d'une manière ou d'une autre, mais on ne sait plus se connecter à ça. Les Indiens savaient faire ça, ils ont été tués. Par qui? J'en parlerai dans la deuxième partie. Les chamans, Yakut ou Maya, etc., ils ont été tués, ils avaient cette forme de connaissance, etc. C'était les gardiens de la Mais terre. on l'est aussi, mais on est juste
déprogrammé en fait. C'est-à-dire qu'on est déprogrammé de notre capacité à être des humains. On est en train de devenir des machines. Et les médias dont vous parlez nous apprennent encore plus à être des machines en fait. À être dociles, à aller chercher l'information à 8 heures. Ceux qui me suivent savent, j'envoie la lettre quand j'ai envie. Je ne dis pas, vous allez avoir la lettre à telle date, à telle heure, etc. Non. On est libre. Vous pouvez la lire, vous ne pouvez pas la lire, vous pouvez regarder le bouquin en commençant au milieu, à la fin, vous pouvez lire tout. Il faut réapprendre à être libre, à faire les choses qu'on aime, quand on les aime, comme on les aime, etc., etc. Parce que c'est ça le plus important. Bon, petite pause. Ça va tout le monde Non, parce qu'on va continuer, vous inquiétez pas, je ne m'arrête pas. En revanche, j'ai du miel, j'ai des bouquins, donc voilà.